Troisième jour de la semaine, donc nous sommes mercredi 10 janvier 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité à Titao et dans plusieurs autres localités du Burkina. Auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges, Géofavaha, bonjour. Bonjour, Président Kabori. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kabori, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Et pour cette troisième audience de la semaine, 3 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question du gaz butane avec le calvaire des ménages en cette période. En seconde partie d'émission, nous parlerons sport, notamment la participation des étalons à la Coupe d'Afrique des Nations avec des milliers de supporters. Et enfin, en troisième partie, il sera question de la République démocratique du Congo avec la Cour constitutionnelle qui confirme la réélection du président sortant Félix Tshisekedi. Voici donc déclinés les grands axes de cette troisième audience que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Géofavaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, moi je vais au Nigeria avec une décision du président qui est celle de suspendre l'une de ses ministres. Et c'est la ministre qui est chargée des questions humanitaires. Et elle, c'est Bitaïdou, est soupçonnée de détournement de fonds d'investissement social. On parle d'en gros 661 000 dollars qui auraient été reversés sur un compte privé. En tout cas, la ministre se défend de ce que cela soit fait dans les règles et donc il n'y a aucune irrégularité, mais parce qu'il y a des soupçons donc sur ce détournement-là, et pendant que l'enquête est en train d'être approfondie, eh bien, le président a pris la décision de suspendre la ministre. Parce que déjà, il y a des médias locaux qui avaient fait sortir cette information-là, et quand ça a été vérifié, à partir de ce moment, le 2 janvier, le président n'a pas tergiversé parce que en août, je pense que tous les ministres qui avaient été nommés étaient eux-mêmes prévenus de ce que son mandat était sous l'aile de la lutte anticorruption. Donc, il ne peut pas comprendre que parmi ces 48 ministres, il y en a un qui ne puisse pas monter patte blanche et qui ne puisse pas donner l'exemple. Et donc, dans le cas d'incertitude ou dans le cas de soupçons graves, il vous décharge et vous allez répondre. Je pense que c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Sinon, on a vu aussi, peut-être ça n'a pas été trop... il y a aussi certains qui ont le courage de se décharger eux-mêmes pour répondre. Mais je pense que dans tous les cas, il y a un exemple de rigueur ici qui est donné et c'est ce que je voulais faire ressortir. Alors, juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? C'est la Guinée où le gouvernement a suspendu les établissements scolaires jusqu'au 14 janvier à cause effectivement de cette difficulté liée à la crise de carburant qui a été occasionnée par l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum qui est intervenu dans la nuit du 17 au 18 décembre. Cet incendie en tout cas a fait beaucoup de ravages en Guinée, beaucoup de dégâts et voici jusqu'à présent les conséquences continuent. Les établissements scolaires sont suspendus jusqu'au 14 par rapport à cette crise-là. Et donc c'est une crise qui a une véritable répercussion sur l'économie guinéenne. Beaucoup de pays sont venus à la rescousse, notamment la Côte d'Ivoire, pour pouvoir aider à pouvoir inverser la tendance. Ce n'est pas simple parce que le carburant aussi c'est l'énergie. C'est le moteur, c'est l'énergie qui fait tourner le moteur. Donc pour les déplacements, pour que toute l'économie tourne, c'est compliqué. Donc parce que sans énergie, ce n'est pas aussi simple. Donc c'est également souhaiter beaucoup de courage à la population guinéenne face à une telle situation. Parce que si on en arrive à la fermeture des écoles, en attendant pour quelques jours, parce que c'est quand même, ce n'est pas aussi simple, c'est un incident qui est très sérieux. En même temps, ça interpelle par rapport aux dispositifs sécuritaires à avoir en la matière,
par rapport également à certaines mesures d'anticipation. Donc le principal dépôt est touché et puis tout le pays a des problèmes. Donc ça appelle aussi à une bonne planification, à planifier les choses et aussi à pouvoir faire en sorte qu'on ne compte pas sur un seul dépôt en la matière. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est très lourd de conséquences à tous les niveaux. Je dis l'économie fait tourner tout, parce que sans énergie, rien ne va bouger. Les turbines, l'électricité ne va pas bouger, les turbines pour l'eau, ça ne va pas bouger, les questions... parce que c'est ça l'énergie. Donc, beaucoup de courage, j'ai dit, et comme je l'ai dit, ça appelle à s'assurer en tout cas d'un certain nombre de garanties sur le plan sécuritaire parce qu'on n'est jamais sûr. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Premier sujet enrôlé pour cette audience. Depuis quelque temps, plusieurs ménages se bousculent à la recherche du gaz butane dans la capitale burkinabé et dans plusieurs autres villes. En effet, la précieuse bouteille de gaz se fait de plus en plus rare. Juge Ofava, comment est-ce que vous comprenez cet état de fait auquel on assiste pratiquement chaque année? Vous-même, vous le dites, c'est presque périodique, c'est les périodes de froidure et autres, on sait comment ça fonctionne. Il y a le besoin qui est très énorme, mais il y a la réponse en face qui n'est jamais à la hauteur. Et à chaque fois, même nous journalistes, on repart encore vers les structures, soit distributeurs, Sonabi et autres, pour essayer de comprendre. Mais en fait, vous le faites chaque année. Et je ne pense pas que les mêmes causes puissent donner des effets différents. Mais c'est parce que de façon structurelle, peut-être qu'on n'a pas trouvé la réponse. Et donc, on est dans le perpétuel recommencement, ou bien pour les consommateurs, ils sont dans un cycle entretenu, parce que bon, on n'est pas parvenu à le casser. Et donc, dans ces périodes-là, c'est le désarroi, ce sont les plaintes et les appels à n'en pas finir aux émissions d'expression directe. Et qu'est-ce qu'ils peuvent, si ce n'est qu'interpeller ou partager un peu leur souffrance, si ce n'est qu'à la fin ça devient un genre d'exutoire. Ben là, c'est un peu dommage, mais chaque année c'est la même chose et on connaît un peu les problèmes. Ils sont à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la Sonabi qui n'arrive pas forcément aussi, quoi qu'on dise, à pouvoir répondre à la demande du moment. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. Et deuxièmement, il y a aussi que dans la distribution, il y a beaucoup de choses à revoir. Certains, sachant que c'est une période de demande forte, font de la spéculation. Parce que ils prennent des bouteilles, ils les gardent et ils attendent ces périodes-là pour pouvoir vendre. Ou bien ils prennent des bouteilles, ils créent un genre de pénurie et puis il faut monter les prix. C'est ça en fait le problème. Parce que, vous savez, il y a des moments où ce qui se passe, c'est quoi? Il y a la raréfaction des bouteilles. Ça veut dire que vous pouvez en trouver, mais c'est dans des circuits où vous êtes obligé de payer plus cher. Mais il y a des moments où vous ne pouvez même pas en trouver. Donc, si on n'en trouve pas du tout, ça veut dire que ce n'est pas forcément une question de spéculation seulement, mais il y a une incapacité à pouvoir satisfaire la demande. On connaît les distributeurs au Burkina, on sait combien ils sont, on connaît les parts des marchés des uns et des autres. Mais en définitive, voilà, il y a un contrôle, il y a une rigueur et il y a aussi l'usage même de ce gaz-là qui pose problème, où il est subventionné pour l'utilisation des ménages, mais l'utilisation est devenue un peu plus... voilà, chacun, même les taxis et autres, tout le monde essaie de trouver le moyen de faire des économies en utilisant ce gaz-là pour autre chose. Donc ça devient un peu compliqué. Alors, juge Bernard Bougma, les causes sont quasi connues, mais pourtant c'est un phénomène à répétition. Oui, mais puisque au fil des ans aussi, la demande croît. Et parce que chaque nouvelle année engendre de nouveaux utilisateurs, que ce soit au niveau des ménages, que ce soit au niveau de ceux qui utilisent le gaz pour les grillades de toute nature, on les voit aux abords des voies, que ce soit ceux qui l'utilisent comme carburant dans les véhicules. Il est même dit que certains maraîchers-culteurs utilisent pour faire tourner les machines pour l'arrosage. Donc ce sont de nouveaux utilisateurs qui sont venus agrandir le lot des anciens utilisateurs qui étaient déjà très nombreux. Et ensuite, il y a une des entreprises de distribution de gaz
qu'il y a une grosse part du marché qui vaut 40% de part à elle seule, cette société-là à elle seule. Et les autres, maintenant, suivent avec des petites parts. Et son réseau est très dense, et donc très demandé. Il n'arrive pas à comment on appelle ça, à répondre à l'offre. Qu'il n'a pas aussi la capacité, parce que ça n'a pas été autorisé, d'avoir son propre centre de remplissage. Alors que la compagnie avait envisagé de construire son propre local de remplissage. Donc aller transporter le gaz, venir remplir et distribuer. L'autorisation n'a pas été accordée. Conséquence, elle est soumise aux réalités du terrain. Et quand on regarde également les installations, ça date d'il y a longtemps pour le remplissage. Donc ce n'est pas la disponibilité du produit le problème, ce n'est pas ça. C'est la demande qui est forte et en termes de remplissage, il y a un problème. C'est tout. Regardez également au niveau des ménages. Il y a rare de ménages il y en a qui ont jusqu'à 3 bonbonnes. En général, vous avez le 12 et le 6 kilos. Mais il y en a qui ont 2,12 pour parer à toute éventualité. Il y a les hôpitaux également qui utilisent le gaz par rapport à pour la respiration. La demande est forte. Et on a une société dont la capacité de pouvoir répondre très rapidement à ces exigences-là, la capacité est très minime. Conséquence, ça joue. Donc ce n'est pas que ce n'est pas connu. Mais si la demande est forte, si elle s'agrandit, et puis il y en a qui créent, selon certains distributeurs, il y en a qui créent cette spéculation. Parce qu'il y en a qui ne sont pas autorisés à vendre, mais qui partent ramasser les bouteilles, qui viennent déposer. Ça crée une pénurie et puis ça flamme le prix. Mais qui ne sont même pas autorisés à vendre. Il y a des revendeurs du fait, mais non agréés. Et là-bas, le prix est différent du revendeur agréé. Donc, il y a un problème. Alors que nous sommes dans une période de crue, en termes de demande. Crue parce qu'il fait frais actuellement, donc les gens ont besoin de chauffer suffisamment d'eau pour se doucher. Crue également parce que c'est la période des fêtes. Donc, le gaz est très demandé dans les ménages. Donc, la demande a été forte depuis plus d'1 mois. Déjà, les uns et les autres commençaient à trimballer les bouteilles depuis début décembre, peut-être pour ne pas dire pratiquement novembre. Donc, début décembre, il y en a qui sont en train de faire des réserves en même temps. Et puis, bon, la période de fête, c'est une période de consommation où votre bouteille finit quelques jours, ou bien quelques jours avant ou quelques jours après. Donc, naturellement, la pénurie, elle est là. Et là où l'étonnement subsiste aussi, c'est que je le disais, c'était là ma question, elle est quasi connue pour chaque année. Qu'est-ce que ça coûte d'augmenter les offres ? Les offres, c'est-à-dire au niveau des sociétés de production, quand on connaît. Non, ce n'est pas ça. Je vous ai dit que, par exemple, il y a une compagnie qui demande à avoir son propre centre de remplissage pour pouvoir répondre aux besoins de sa clientèle. Mais ça a été refusé. Ça a été refusé parce que, je vous dis, c'est une grosse part du marché. On parle de près de 40%. Si, par exemple, cette société arrive à avoir son propre centre de remplissage, elle ne va plus passer par la Sonavis. C'est un gros manque à gagner. Mais en même temps, moi, client de cette compagnie, je souffre. Donc un État aussi qui lui refuse n'arrive pas à honorer moi, client, moi, citoyen, les engagements aussi que j'ai pris vis-à-vis de cette société. Alors que l'État devrait faciliter. Ou l'État a les moyens de faire en sorte que le citoyen ne manque pas de gaz chez lui, en ne lui accordant pas l'autorisation, mais en lui permettant que ça se passe. Ou on lui permet de le faire pour que le citoyen aussi puisse être satisfait. La dernière fois, quand nous remarquons un attroupement à Kalgondé. Et puis c'est aux abords de la route. La circulation est sérieusement perturbée parce que le distributeur agréé venait d'avoir une livraison. Les clients veulent se frapper. C'est très compliqué dans les rangs. Il y a un rang qui est là, il y en a qui ne veulent pas respecter, c'est compliqué. Moi, j'étais dévancé. Et puis, j'ai dit, c'est compliqué. Le distributeur a grillé pour faire la monnaie et tout, et en fait, il est débordé. La responsabilité de l'État, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas ça. J'ai dit en mettant les conditions pour qu'il n'y ait pas de problème de remplissage ou en permettant à des gens qui peuvent le faire pour qu'on n'ait pas de problème. Donc, si ce n'est pas permis, donc, si le citoyen souffre, vous devez vous concentrer pour votre devoir d'État le matin en allant au service. Vous n'avez pas la conscience tranquille parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de gaz. Vous faites quoi? Vous trimballez la bouteille au service, vous vous baladez avec
avec tout ce qu'il y a comme risque? Non. Donc, c'est de ça que je parle. Où on a la nationale de distribution des hydrocarbures a la capacité de pouvoir le faire pour satisfaire tout le monde, ou bien. Mais la vérité, c'est ça. Donc, conséquence, résultat de course. J'ai dit, il y en a qui se baladent avec. Mais regardez, les compagnies de taxi, il y en a qui utilisent ça. Ils sont de plus en plus nombreux. J'ai dit, c'est un manque à gagner. Il y a un État qui n'est même pas d'accord avec ça. C'est pourtant interdit. C'est même interdit. Mais le dernier contrôle pour ça date de quand? Puisque d'ailleurs, ceux qui conduisent les taxis disent que depuis quand est-ce qu'on a vu un incendie lié au gaz dans un taxi, qu'il n'y en a pratiquement pas. On leur fait une mauvaise pub, donc c'est un faux problème. Mais que ça marche. Donc, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Bon, deuxièmement, j'ai dit, et pour les revendeurs non agréés, qu'est-ce qu'on fait aussi? Pas de contrôle à ce niveau. Il n'y a pas de contrôle. Ici, c'est même pas une affaire de contrôle, c'est une répression. Puisque le revendeur non agréé sait qu'il ne doit pas le faire. Celui qui part payer pas, c'est qu'il paie le gaz dans un endroit où il ne devrait pas. Mais il fait quoi? Il en a besoin. Il sait même que ce n'est pas un revendeur agréé, mais lui, il veut du gaz. Point. Le reste, là, ce n'est pas son problème. Et bonjour les spéculations. Donc, ça, j'ai dit, c'est à la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de l'État de régler ça. Alors, juge Geoffroy, à la responsabilité de l'État pour régler la situation, est-ce que vous êtes d'avis avec le juge Bougma? Oui, mais puisqu'il y a on va dire qu'il y a le circuit qui est connu. C'est la Sonabi qui fait venir, c'est la Sonabi qui fait les embouteillages dans ces installations. Et le reste, c'est des distributeurs. Ils en sont qu'à ce rôle-là. Maintenant, si la capacité pour la Sonabi n'est pas bonne, ou bien que par moment, elle n'est pas forcément dans les proportions pour satisfaire tout le monde, ça peut être un peu compliqué. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas trouver des alternatives? On ne dit pas que la Sonabi ne fait pas d'efforts. Moi, j'ai été d'une mission, je pense, à Bobo du Lasso, aux alentours, il y a Penny, le dépôt sur lequel il y avait des travaux qui étaient en train d'être faits pour, on va dire, agrandir les capacités. Et il y a aussi, je pense pas loin de Ouaga aussi, il y a un autre dépôt sur lequel des travaux étaient en train d'être faits. On parlait d'en gros 80 milliards en 2021 d'investissement pour accroître les capacités donc en matière de gaz butane. Mais ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a des investissements qui sont faits. Mais à côté, il y a aussi, peut-être plus que proportionnellement, une demande qui est en train de croître. Donc, il faut peut-être trouver, pour moi, dans ce système-là... Il devrait y avoir le sens de l'anticipation. Non, ce n'est pas seulement la question d'anticiper. Vous savez, ce n'est pas des choses aussi qui se construisent d'un claquement de doigts. Moi, je suis allé visiter. Vous voyez les équipes qui sont sur les chantiers pour la construction. Ça demande des expertises. Et puis, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts comme ça. Et donc, maintenant, je suis d'accord. Il faut avoir aussi, dans la lecture de l'augmentation des besoins, évidemment de façon stratégique, un ou deux pas d'avance à se dire que bon, il faut commencer à faire comme ça, sinon on sera débordé. On a eu l'impression d'être débordé d'abord avant d'enclencher. Voilà, c'était dynamique. Et de ce qui revenait, c'est que l'autre monde, tout ça c'était fini, on devrait doubler nos capacités. Ce qui devrait être intéressant. Mais est-ce que même ça encore, ça permet de résorber ça permet de régler définitivement le problème? Je ne crois pas trop. Peut-être le résorber, oui. Mais le régler définitivement, je ne suis pas forcément sûr. Mais il y a une alternative qui est à côté. Tout à l'heure, Bernard l'évoquait. Vous avez, on ne va pas tourner, tout le monde sait, celui qui a la plus grosse part de marché, c'est Sodigaz. C'est en gros, est-ce que ce n'est même pas 60% de part de marché? Vous voyez qui pèse ainsi. Donc, chaque fois qu'il y a problème de gaz, c'est son nom qui ressort. Alors qu'il envoie ses bouteilles comme tout le monde, aller les faire charger et puis distribuer. Donc il pèse tellement qu'on a l'impression que le problème est lié forcément à Sodigaz, ce qui n'est pas vrai. Maintenant, quand la Sodigaz elle-même se dote, je pense que depuis 2015, ils avaient annoncé qu'ils allaient faire un centre amplisseur. Je pense qu'ils ont leur thème technique. Ils disent qu'ils le feront. Et d'abord, ils le font. Ils disent qu'ils sont prêts à ce que, comment on appelle ça, la Sonabi et le chapeautage technique des choses. Tout ça, ils y vont avec toute la prudence qu'ils mettent autour, avec tous les aspects techniques qu'ils mettent autour. Ils attendent un agrément qui ne vient pas et ils n'ont pas d'explication. Et ça, j'utilise là d'une interview de, je pense, c'est 2018.
je pense que c'est un chargé de la communication de Sodigaz qui a été interviewé en période de pénurie, comme nous sommes en train de le dire ici. Il a parlé de cette alternative-là, mais eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi est-ce que l'agrément ne vient pas. Si ça permet de soulager, c'est vrai que il y a la Sonabi qui, forcément, quand on regarde Sodigaz sort de son réseau en partie, c'est une perte énorme, ou bien en tout cas c'est un manque à gagner énorme. Mais qu'est-ce qu'il faut voir? C'est soulager les populations, ou même continuer à faire du chiffre sans pouvoir satisfaire les besoins et les demandes du moment. Il y a une équation à faire. Si vous seul ne pouvez pas, on peut vous aider dans une certaine proportion, et en plus vous continuez d'avoir la main et le regard sur les éléments techniques. Je me dis, est-ce que ça aussi c'est pas une alternative de permettre à ce gros du marché qui depuis combien d'années a une expertise dans la matière et qui veut aussi étendre son action dans d'autres segments, qui peut soulager aussi la Sonabi, pourquoi est-ce qu'on ne le permet pas? Et à la fin, et ça c'est par quoi je sais pas ça, je vais terminer, quand on crée dans des secteurs on voit des entreprises qui prennent pour moi du galon, qui prennent de l'assurance et qui sont même à des niveaux à faire des investissements qui peuvent soulager l'État, pour peu qu'on accepte de concéder une partie. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas. Ailleurs, c'est comme ça qu'on a créé des champions. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Maintenant, quand on a des privés qui sont assez costauds, qui peuvent faire des investissements, qui peuvent soulager, l'État peut toujours continuer à rester dans le contrôle et d'en regarder un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu la solution? C'est la grande question que je me pose. Ça sera, c'est vrai, un peu dommageable pour les caisses de la Sonabi elle-même, mais est-ce que ce n'est pas aussi un genre de solution à trouver? Maintenant, il ne faudrait pas aussi oublier que après la question de l'approvisionnement et tout, il y a un assainissement à faire. On ne peut pas avoir une question d'agrément pour pouvoir distribuer le gaz butane dans les quartiers, et que moi je les appelle des délinquants, que des délinquants viennent, ils s'approvisionnent comme ils veulent, ils viennent stocker comme ils veulent, et ils créent comme ils veulent la dictature du besoin, pour venir faire de la dictature de l'offre. C'est ça la spéculation. Non, ça ne peut pas continuer. Et puis tout le monde sait, tout le monde voit. Ceux qui sont chargés de contrôle prix ou quoi, on a ça au ministère, non? Je suis sûr que parmi eux, là, il y en a qui, quand c'est chaud, ils vont payer gaz là aussi cher que nous on paye. Mais justement, est-ce que c'est pas lié au manque de répression? C'est ce que je dis. Mais c'est celui-même qui doit. Parce que c'est ça un peu qui est risible. Quelque chose qui a pion sur lui, tout le monde sait que c'est comme ça. On vous dit qu'il y a une structure qui est chargée du contrôle. Mais la structure là-haut, c'est une structure, bon, on aime le terme hors sol, elle n'est pas dans nos réalités ou quoi? Je suis sûr que ceux-mêmes qui font partie de la structure de contrôle là, eux-mêmes, quand c'est chaud là, ils vont payer le gaz là aussi au prix là. Mais donc lui aussi, il n'est pas, je sais pas moi, il n'est pas informé comme ça. Non, c'est parce qu'on laisse faire. Je pense qu'il y a laisser aller. Il n'y a qu'à faire un petit exercice. Si on veut être rigoureux avec nous-mêmes, quincaillerie ou autre que vous avez, prenez 2-3 journées avec les patrouilles. Vous arrêtez, il y a gaz, vous demandez s'il a un agrément. C'est pas simple. Il n'en aura pas. Vous reprenez tout ça. Après, faites ça aux enchères, on va venir payer ça, je sais pas moi, à combien. Ça va nous arranger. Je pense que si on fait ça assez souvent, je ne pense pas que la spéculation là va continuer. C'est ça la réalité. S'ils stockent, ils sont dénoncés, ou bien il y a vraiment des contrôles qui sont faits, on vient, on ramasse. Vous n'avez pas d'agrément, on ramasse tout. Et puis ça va nous aider nous-mêmes à avoir du gaz encore facilement. Et qu'en est-il de l'utilisation illégale dont parlait tantôt le juge Bougma, par exemple, il y a l'utilisation du gaz par certains taxis? Oui, mais ça aussi c'est connu. On a fait un reportage là-dessus à Bobo Dioulasso. Ça c'est connu. Le monsieur, d'ailleurs, tu es dans le taxi, moi, les reporters nous ont expliqué. Vous entendez derrière, vous demandez c'est quoi? Dis non, c'est le gaz. Faut pas t'inquiéter, c'est rien. Il est tranquille. Mais le problème là, est-ce que c'est la destination voulue pour la subvention que l'État consent? C'est pour l'utilisation pour les ménages. Le monsieur, comme il s'est dit que le gaz il est un peu moins cher, quand il fait un peu comment dire cela, il essaie de revoir un peu ses petits calculs, il s'est dit ça lui revient moins cher que le carburant. Donc il va, c'est toute une comment dire cela, c'est tout un circuit, hein, il va,
son véhicule qui prenait l'essence au départ, il va le transformer pour prendre le gaz. Mais attendez, ça arrivait moins cher pour vous. Je parle du propriétaire du taxi ou de celui qui le roule. Mais c'est pas moins cher en fait. C'est qu'il y a un gap. Le gap là, c'est l'État qui le paye. C'est-à-dire le gaz butane que vous mettez derrière et vous dites que ça vous revient moins cher, ce n'est pas moins cher. Il y a quelqu'un qui paye pour ça. Et celui qui paye pour ça, c'est l'État. Maintenant, si l'État voit, il regarde, il sait que c'est comme ça et qu'il laisse faire, il sait que ça lui plaît de payer comme ça. C'est ce qu'il y a un manque de rigueur en fait. C'est un manque de rigueur et de fermeté. Alors, Juge Bougma, la conférence de rédaction de True TV Watt FM posait le débat hier. Est-ce que ça ne pourrait pas être lié un peu à cette subvention de l'État? Non, moi je ne vois pas le lien avec la subvention de l'État parce que même si l'État n'avait pas subventionné, la demande, elle est là. Donc, s'il y a des utilisations irrégulières, elles vont être là. Donc, ce n'est pas lié à la subvention. Je pense que c'est lié à la réglementation. La subvention n'a rien à voir, même les revendeurs illégaux. Ce n'est pas la subvention qui favorise. Il y a des gens qui savent qu'il y a un manque, il y a un produit qui est fortement demandé, ils créent un besoin et puis ils spéculent. Donc ça il n'y a pas de lien avec la subvention. Avec ou sans subvention, comme c'est un produit qui marche, les uns et les autres vont le faire. Maintenant, j'ai dit, il y a un État qui doit assumer. Ou bien on fait en sorte qu'on n'ait pas de problème de remplissage et tout, ou on fait en sorte qu'on puisse permettre à quelqu'un qui peut le faire de le faire. Mais, comme l'a dit Juva, toujours cette société, elle est pointée du doigt et on l'accuse pour rien. Il y en a qui disent qu'il y a un problème de bouteille alors qu'il n'y a même pas de problème de bouteille. Donc, ce n'est pas la subvention, c'est pour soulager. Même si aujourd'hui le gaz n'est plus subventionné, ce que nous sommes en train de constater, ça va continuer. Ça va continuer. Donc, maintenant, est-ce que c'est parce que c'est subventionné que le conducteur de taxi l'utilise? Il va faire des calculs. S'il n'y a pas de subvention aussi, il va faire des calculs pour voir qu'est-ce qu'il arrange. Si c'est le gars qui l'arrange, avec ou sans subvention, il va continuer. Donc, il fera le calcul parce qu'il a un gain. Ceux qui sont en train d'utiliser ça aussi pour autre chose, ils vont également faire comment on appelle ça? Ils vont faire des calculs, des estimations, pour voir est-ce que ça m'arrange. Donc, ça n'a rien à voir. Avec ou sans subvention, s'ils font les calculs et que ça les arrange, ils vont y aller. Et on va terminer par là. À côté, il y a le silence assourdissant des mécanismes des consommateurs. Non, bon, les consommateurs, ils sont ce qu'on a comme ligue et autres, et même Omo a dit, ça revenait la dernière fois, ils sont très taiseux sur beaucoup de choses et les consommateurs quelquefois les interpellent pour dire on se plaint, vous êtes où, vous faites quoi? Mais ça c'est un autre débat. Mais ils disent aussi qu'ils sont une ligue. Donc, en leur sein, c'est les consommateurs qui sont forts. Donc, quand vous venez vous rallier à la ligue et puis faisons le combat ensemble, c'est ce qu'ils disent aussi souvent pour répondre. Mais ça aussi, pour moi, c'est un autre débat. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que Bernard parlait de la question de la subvention. Je le disais pourquoi? C'est-à-dire que la destination de la subvention là, le fait de l'alléger, c'est-à-dire que la subvention permet à terme d'avoir un prix bas d'accès, donc une accessibilité plus intéressante, c'est pour les ménages. C'est subventionné pour les ménages. L'usage là, c'est pour les ménages. C'est ça la réalité. C'est fait parce que on estime que la couper encore du bois et autres, c'est des éléments qui impactent la question des changements climatiques, la question de l'environnement, et même pour notre propre santé, ça devient un problème. Et pour finir, ça va devenir un problème de santé publique. Et donc, pour faire des économies d'échelle, on décide de subventionner et d'en faire une promotion. Mais pas la promotion pour que le monsieur lui prenne ça pour mettre dans son taxi. En fait, ce qu'il fait, là, c'est du vol. C'est un détournement. C'est ça la réalité, c'est ce que je veux dire. Il pense qu'il l'a moins cher. Il ne l'a pas moins cher. Il y a quelqu'un qui paye forcément la partie sur laquelle il pense gagner là. Ça ne vient pas du ciel. C'est l'État qui a casqué pour ça. Mais le problème, c'est que l'usage là fait de ce qu'il est en train de faire un détournement. Ce qui fait que c'est doublement illégal. C'est ce que je voulais faire. D'où la question, est-ce que l'absence de subvention ne réglera pas le problème à ce niveau? Non. Mais dans ce cas, ça veut dire que vous et moi, on ne pourra même plus payer le gaz. Si on doit le vendre au prix réel, on ne peut même pas le payer. On ne pourra pas le payer.
Et je pense que ça, on a reçu la Sonabi ici qui nous a fait tous les comment on appelle ça, toutes les simulations, et avec le prix auquel le gaz devrait être acheté ici. Mais il y a une part subvention qui fait et qui permet que ce soit accessible à tous les ménages. Alors, juge Bougma, on termine par là. On a un silence des mécanismes de consommateurs, la Ligue des consommateurs, que l'on n'entend pas sur ces questions pourtant. Mais vous l'entendez, c'est quoi? Bon, que les dirigeants de la Ligue et des autres associations de consommateurs m'excusent, mais moi je ne les entends pas sur quoi que ce soit. C'est quand le ministère arrive à mettre la main sur des produits impropres à la consommation, ils partent incinérer, qu'on les entende, ils partent s'arrêter avec les cadres du ministère, et puis après ils font les interviews, ils disent ouais voilà, on appelle la population à la collaboration, ça s'arrête là. Demandez aux représentants de la Ligue et des autres associations de consommateurs qu'est-ce qui ne va pas, ils vont vous dire qu'il y a un problème de moyens, donc un problème de ressources pour faire face à la situation, parce que l'État n'accorde pas suffisamment de subventions, et puis il n'y a pas de... voilà. Maintenant ils siègent dans le conseil d'administration pour représenter les consommateurs. Donc, sinon, il y a un travail qui est fait. Oui, il y a un travail qui est fait. Oui, il y a un travail qui est fait. Oui, mais les populations ne s'impliquent pas assez. Les populations ne dénoncent pas. Alors que vous prenez les réseaux sociaux, il y a plein de groupes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, de dénonciation, de groupes de consommateurs. Il y a des associations de consommateurs qui sont spécialisées dans d'autres domaines, comme par exemple la communication électronique. Ça, c'est une spécialisation. Mais il y en a, c'est vraiment, ça brasse large. Mais... quand il y a eu augmentation du carburant, on les a entendus, et puis bon, après, ils passent à autre chose. Et puis souvent, ils ont même des problèmes de cœur, ils ont des problèmes de leadership entre eux. Donc, c'est pas souvent la sérénité même dans leur rang. Donc, cette difficulté des ménages, c'est tout de même le sens de leur existence. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour faire le travail. Une ligue conséquente aurait pu effectivement plaider pour deux choses. Faire en sorte que la Sonabi puisse distribuer conséquemment le gaz pour qu'on n'ait pas de problème. Ou peser dans la balance pour qu'on autonomise. La société demanderesse de l'autorisation pour pouvoir remplir, pour pouvoir avoir son propre centre de remplissage. Pour ne pas subir toujours un doigt pointé, des injures pour rien. Mais ce plaidoyer-là, on l'entend moins. Donc, comme je l'ai dit, quand vous le recevez, vous vous dites, il y a un problème de moyens, il y a un problème de ceci, il y a un problème de cela, bon voilà. Mais nous siégeons dans le conseil d'administration et tout, mais bon, voilà, quand il s'agit de décider, bon, bref, le problème même que ces associations de consommateurs vous expliquez, vous allez même prendre du temps pour les aider à régler leurs problèmes pour qu'ils reviennent encore plus fort. Donc c'est ça la réalité. Donc moi je ne les entends pas sur quoi que ce soit. Je ne les entends pas sur quoi que ce soit. Non. Alors que, regardez les différentes augmentations. Il y a des déclarations pour dénoncer, bon, après on passe à autre chose. Donc, les associations de consommateurs ont d'abord en elles-mêmes des problèmes à régler. Regardez, quand on a sur la question des téléphonies mobiles, les opérations qui ont été lancées, il y en a qui sont démarqués. Mais après, silence radio. Il y en a qui ont continué seuls, j'ai dit aussi, mais après, silence radio. Donc, en réalité, c'est ça. Alors qu'ailleurs, vous avez effectivement des associations de consommateurs qui sont très fortes et crédibles, qui arrivent à influencer le jeu. Mais ici, c'est très compliqué. Voilà, donc, et puis c'est une ligue qui revient après sa scission. Pourquoi? Donc, il y a tout ça là-dedans. Les produits pharmaceutiques ont été augmentés, tout. Bon, écoutez, je ne sais pas sur qui nous allons compter, mais pas forcément sur nos associations de consommateurs, qui ont d'abord des problèmes sérieux entre eux à régler. Et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. Plus que 96 heures pour le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. L'Union nationale des supporters des étalons a annoncé la participation d'environ 1200 supporters aux côtés des étalons. Juge Favara, qu'en pensez-vous? Oui, on est pratiquement dans la ferveur de la CAN, parce que samedi ça va commencer, le 16 pour le premier match de Burkina à Bouaké. Donc c'est normal que, comme on dit, le 12e homme se prépare pour venir booster, pour venir accompagner ceux qui seront sur le terrain à la victoire et sûrement peut-être à une coupe qui viendra ici. Maintenant, il faut s'organiser. On a la chance que c'est juste à côté. Maintenant, il y a aussi le contexte qui est celui pas facile avec la sécurité. Donc, il ne faut pas compter sur un État comme en son temps
pour être derrière à financer les voyages, les hébergements. Et donc, il y a, comme le disait l'UNSE, c'est seulement la troupe qu'on voit souvent au stade et tout, qui est bien connue, c'est elle qui va bénéficier d'une prise en charge par le ministère. Le reste, pour ce qui est des supporters, c'est des facilités qui sont offertes. Je pense que le détail a été donné lors du point de presse. Il y a 20 cars de 60 places qui sont prêts pour ceux qui veulent aller. Ils ont donné aussi les questions d'hébergement et les conditions qu'il y a et tout. Mais c'est aux supporters de sortir l'argent pour aller accompagner son équipe, ce qui est d'ailleurs normal. Et donc, je pense que le point de presse dit tout. Et voilà, celui qui est intéressé à aller, qu'il y aille. Et puis je crois aussi que pour ceux qui n'ont pas vécu, qui n'ont jamais vécu une CAN, c'est une opportunité, parce que Bouaké, c'est pas Ouagadougou, Bouaké, c'est pas loin. Donc au moins aller regarder un match et puis vivre cette folie-là, c'est quelque chose. Et il y a beaucoup d'amoureux du ballon rond qui n'ont pas envie de se faire raconter ça, qui ont envie de vivre au moins une CAN comme ça. Alors, Juge Bougma, le 12e BOM sera bien représenté à cette compétition aux côtés des étalons. On parle d'environ un effectif de 1200 supporters. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on devait pouvoir faire mieux en termes de mobilisation s'il n'y avait pas les contraintes sécuritaires et s'il n'y avait pas de doute sur notre 11 national. Croyez-moi, les doutes ont joué sur la mobilisation. Par rapport aux querelles, aux guerres internes au niveau de la fédération, ça a refroidi les ardeurs de certains supporters que je connais qui avaient apprêté leur baluchon, qui ont dit je vais patienter, peut-être que si on passe le cap du premier tour, je vais y aller. Et ils sont nombreux. Les querelles ont tout de même concerné le championnat, pas au niveau direct des États. Ce n'est pas le championnat, je parle de la fédération. Notre fédération traverse. Je parle de la crise de la fédération, je ne parle pas du championnat national. Au niveau du championnat national, à quel joueur qui est aligné, qu'on va aller regarder. Non, j'ai dit des guerres au sein de la fédé, et ça c'est vrai. Ce sont ces guerres au sein de la fédé qui rejaillissent sur le championnat national, ne vous trompez pas. La crise du championnat, là, elle est liée aux guerres internes à la fédé. Mais quoi qu'il en soit, j'ai dit, déjà, l'effectif, c'est pas petit. Que les étalons sachent qu'il y a déjà 1200 hommes derrière pour pousser, c'est déjà bien. Donc, ça, j'ai dit, c'est sûr que si on franchit, au fur et à mesure que nous allons franchir les étapes, le chiffre va augmenter. Bon, n'oublions pas aussi que la CAN s'est étalée sur 2-3 semaines. Donc, il y a des gens qui vont laisser leur boulot, qui vont y aller pour tout ce temps. Donc, il y a ces contraintes également qu'il ne faut pas négliger, arrimer aussi au contexte sécuritaire. Sinon, Bouaké n'étant pas très loin, ça devait être encore plus facile en termes de déplacement, surtout pour ceux qui sont dans la zone de l'Ouest et tout. Voilà, donc, et le football, c'est la passion. Et pour certains aussi qui rêvent de vivre une CAN face à face, c'est une occasion, c'est une opportunité pour eux. Et il y en a qui se sont préparés à aller vivre cette CAN-là. Voilà. En fonction aussi des occupations, parce que si vous n'avez pas de marge de manœuvre au niveau du boulot, c'est pas aussi simple. Donc il y a ces contraintes-là qu'il faut prendre en compte. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà un effectif qui est gros. Quand bien même j'ai dit qu'on pouvait faire mieux, et je suis sûr que si on franchit des paliers, on va faire mieux en termes de mobilisation, ça au moins c'est clair. Mais déjà c'est bien. Voilà. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir de savoir que effectivement les joueurs sont soutenus pour pouvoir aller effectivement de l'avant dans cette CAN. D'accord. Alors, juge Fabara, nonobstant le contexte sécuritaire que l'on connaît, déjà la ferveur se ressent au niveau du Burkina. Quels sont les enjeux pour cette participation des étalons pour vous? Les enjeux, moi il n'y a pas beaucoup. C'est nous ramener la coupe, puisqu'on nous a promis ce qu'on n'avait jamais vu. Je pense que c'est ça. Dernier on l'a été, tous les autres classements là, on l'a eu jusqu'au deuxième. C'est le premier là, la coupe là, c'est ce qu'on n'a pas encore eu. Et c'est vraiment ce qu'on espère. C'est pour ça que le 12e homme veut être motivé et rester derrière. Et je crois que bon, même s'il y a eu des crises à la fédération, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'on est dans une question maintenant de comment on hisse le drapeau. Et là, les guéguerres, c'est pas ça qui importe. Et puis c'est des moments de ferveur. Et puis pour qui aime le foot, c'est pas des moments de calcul. C'est des moments où on oublie tout. Je suis sûr que vous avez les frondeurs ou M. Bansé à la CAN. Si on marque un but à la finale et qu'on remporte, vous ne serez pas surpris. C'est après ils vont savoir qu'ils étaient les bras dans les bras en train de sauter. C'est ça le football. Et même nous, les dirigeants savent. C'est le moment
c'est des moments où aussi, des fois politiquement, on vous fait passer certaines choses. Quand vous finissez de crier, après vous vous rendez compte que vous avez été moins vigilant sur certains éléments qui vont vous concerner après. Bon, pour dire que c'est des moments vraiment qui cristallisent, des attentions, qui mettent tout le monde autour d'une dynamique commune. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est 1200 qui quittent le Burkina pour y aller, mais il y a une forte communauté, comme le disait même l'UNSE, qui est déjà là-bas et qui attend. Donc, pour moi, ça serait une belle fête. Et l'essentiel, c'est que quand nos garçons joueront, ils sentiront qu'il y a des gens qui sont là, qui les supportent et qui ne sont pas seuls. Et pour clore, sur le sujet, vous, juge Bouma, pour vous, c'est quoi les enjeux de cette participation de nos étalons? Vous demandez un jeu pour une carte, c'est remporter la coupe. Moi, je ne sais pas. Bon, franchement, pour moi, pour une compétition, l'enjeu, c'est remporter. En tout cas, on a dépassé les étapes. On a dépassé on a fini les éliminatoires. On a même déjà joué une finale. Donc, l'enjeu, c'est soulever la coupe. C'est tout. Maintenant, autre enjeu, compte tenu du fait également de la situation sécuritaire, c'est de faire en sorte que l'étoile du Burkina brille davantage, qu'on fasse une bonne prestation. Voilà, pour qu'on sache que malgré la crise, effectivement, on arrive à faire briller notre étoile, comme Iron Baby, comme Yves Fabrice Zango, comme le jeune du taekwondo, Sawargo, comme Marthe Kwala, comme l'architecte Kéré, comme, c'est tout. C'est leur tour également de faire rêver les Burkinabés pour dire, c'est vrai, on a une crise, mais les étalons font leur part de boulot. L'enjeu, pour moi, c'est ça. Sinon, les autres enjeux, pour une CAN, c'est une fête de football. Et les 1200, ça c'est, comme Geoffroy l'a dit, arrivé en Côte d'Ivoire, il y a encore les Burkinabés qui vont se mobiliser derrière. Donc ça, je pense qu'on a notre chance à jouer dans cette CAN. Et on a tout, les moyens ont été mis. Et je pense que c'est jouable, quoi. Voilà. Donc l'enjeu pour moi, c'est le trophée à Ouagadougou, parce qu'on a déjà joué même une finale. Et la fenêtre est tout trouvée pour passer au dernier sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité et direction la République démocratique du Congo, où la Cour constitutionnelle a validé la réélection de Félix Tshisekedi avec 73,47% des suffrages. Juge Favara, qu'est-ce que vous pensez de la réélection du président congolais finalement? Bon, c'est le contraire qui aurait été une surprise. Et quand on voit même il obtient encore plus que ce qu'on avait dit le 31 décembre. Environ 10% de plus. 10% de plus, donc c'est quelqu'un qui a écrasé les autres. C'est Katumbi qui vient après, c'est 18%. Donc vous voyez, en face, c'est un émiettement qui a été fait. Et puis bon, il y a eu les recours, comme ils l'ont fait. Et je pense que c'est 2 recours. Mais bon, pour... la juridiction, c'est que ce qu'ils ont vu n'est pas de nature à entacher les résultats ou à changer les choses de façon majeure. Maintenant, vous avez écouté aussi Katumbi, il dit que c'est un parquage, que c'est un genre de vernis, et donc pour lui c'est un processus normal, ce qui est en train de se faire, c'est voilà. Mais ils resteront toujours là en face à faire ce qu'ils savent faire, peut-être s'opposer et tout. Maintenant, est-ce que c'est pas maintenant le moment des calculs? C'est comme ça, les calculs et les positionnements, parce que Tshisekedi est bien vissé encore pour un certain nombre d'années, donc c'est la question du pouvoir, et puis comment est-ce qu'on le partage ensemble quand on a fini. On a fini de faire la course, et qu'on connaît qui a gagné, et on sait qui a perdu. C'est maintenant le moment des discussions, le moment des petites alliances possibles, et puis peut-être aussi pour les promesses qui ont été tenues avant l'élection, pour qu'on puisse avoir un score comme ça de plus de 70%, c'est qu'il y a eu un accompagnement derrière. Peut-être c'est le moment maintenant du retour, parce que c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Vous m'accompagnez après, je vous dis, bon, ok, je vous donnerai ce poste-là, je vais voir le cas de celui-ci. C'est maintenant, c'est à cette étape-là qu'on sera maintenant. Alors, juge Bougma, Félix Tshisekedi, environ 73,47%, Moïse Katumbi qui s'en sort avec 18%, et on termine avec Martin Fayoulou qui s'en sort avec 5%. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes surpris? Oui, Fayoulou, c'est le grand perdant de ce jeu électoral congolais. Pour des questions d'alliance et de réalité de terrain, finalement, qui s'est vu ravir une victoire sous le nez
lors de la présidentielle qui a envoyé Tshisekedi au pouvoir. Les observateurs ont été unanimes que ce n'est pas les résultats des urnes qui ont été proclamés, notamment la très puissante Église catholique qui a déployé des observateurs sur tout le terrain. Elle a dit ce qui a été publié ne reflète pas ce que nous avons vu. Mais nous ne sommes pas autorisés à publier les résultats parce que la loi dit que ce n'est pas nous. Mais nous, sur le terrain, ce n'est pas ça. Donc Fayoulou aujourd'hui, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il va rebondir encore, c'est très difficile. Après, c'est fini. Maintenant, Katumbi, c'est parce que lui aussi, c'est un gros morceau. Donc, dans le domaine du sport, dans le domaine des affaires et sur le plan politique, il a une assise. Mais c'est un, tu sais qui dit, très stratégique qui a pu se positionner face dans tout ça et qui a subtilement utilisé le très fin Kaméré, Vital Kaméré. Donc, qui est un maillon essentiel également de cette politique congolaise. Donc, maintenant, ce qui dit également à un moment donné, non seulement a ouvert pour brasser large, mais a utilisé des éléments qui plaisent au niveau de la politique congolaise, notamment la question rwandaise et la MONUSCO. Ce sont des sujets sur lesquels il a eu le courage d'en parler et de dire des choses que les Congolais voulaient entendre d'un homme politique, d'un candidat à une présidentielle, qui est plusieurs présidents de la République. Quand il menace le Rwanda et dire à Kagame que s'il s'amuse encore, il va envahir le Rwanda et qu'il n'a même pas besoin d'envoyer des hommes et de là-bas il peut toucher Kigali. C'est une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom, mais en même temps ça plaît aux Congolais de savoir que leur président menace directement un autre président. Pour la question de la MONUSCO, les Congolais estiment qu'avec autant de moyens et autant d'années de présence, et la MONUSCO n'arrive pas à contenir les entités rebelles, il faut partir. Il y a des Congolais qui le disent ouvertement. Et il a surfé sur cette vague-là. Avant de revenir dire à ces messieurs-là également de l'aider à sécuriser son processus électoral. Donc il a surfé sur des éléments de la communication politique à l'intérieur, donc des sujets sensibles, dits tabous et tout, mais qui plaisent. Parce que pour les Congolais, Kabila par exemple, n'en était pas un. J'ai même oublié le terme qu'ils ont utilisé pour le qualifier en lingala, qui veut dire étranger, parce que pour eux c'est un parfait Rwandais. Et ça, c'est un sujet tabou, mais pour certains ça l'est. Et donc quand il le dit, il prend ça, ça dit qu'il y a des Congolais qui disent, voilà, c'est notre fierté, c'est notre orgueil qui est fouetté. Maintenant nous avons un président qui est des nôtres. Et là il a surfé sur ces questions-là. Et ça lui a été favorable. Mais maintenant l'après, reste à savoir si toutes les menaces qui ont été proférées à l'endroit du Rwanda vont être mises à exécution et que. Mais il a surfé sur ces éléments-là. En plus, je dis bien de l'ouverture faite à certains barons de la scène politique congolaise pour pouvoir rebondir. Alors, finalement, quelles sont les leçons à retenir de ces élections qui se sont déroulées sous fond de tension avec le voisin rwandais et avec l'effectif que l'on connaît au niveau de la population congolaise? Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous prenez le cas du Congo, c'est aussi la réalité de ces zones d'instabilité-là. Près du Nord Kivu, même quand il était à Péni, il est revenu sur les promesses qu'il avait faites lors de sa campagne pour 2019, où il disait que quand il sera élu, il va ramener la stabilité et tout. Mais quand il est venu, ce qu'il a remarqué et ce qui se tait aux yeux, c'était bien l'insécurité qu'il y avait et les turpitudes dans lesquelles ces populations étaient. Il leur a encore promis qu'il allait tout faire pour ramener la stabilité, étant entendu que pour lui, ça pourrait se trouver aussi dans la discussion avec les pays voisins. Et ça, c'est des éléments qui n'écartent pas. Maintenant, c'est comme Bernard le disait, il y a ce qui était marketing politique en période de campagne, le durcissement du ton face à celui qui, pour beaucoup, reste aussi l'un des éléments perturbateurs. Et quand c'est comme ça, ça augmente votre capital sympathie. Et ça, c'est des éléments qui impactent aussi dans des périodes de vote. Et c'est du tout qu'on a compris. Maintenant, il y a la réalité des faits. Il est maintenant élu. Je pense que le 20 janvier, il va prêter serment. Ce sont des éléments qui l'attendent. Il faut... C'est vrai qu'il avait déjà beaucoup fait. Il avait déjà assez fait.
mais pas assez en tout cas, puisque on se rend compte que la situation elle demeure. Il a dans ces zones-là permis le recrutement des jeunes dans l'armée, il a entrevu des circuits pour ceux qui veulent déposer les armes, de revenir dans une vie civile avec un accompagnement. Il a fait beaucoup de choses, mais la réalité c'est que ce sont des crises qui perdurent depuis des décennies et qu'on ne dégoupille pas comme ça. Maintenant, quand vous regardez Tshisekedi, est-ce que ça a vraiment changé avec les régimes d'avant? Vous savez, il y a des phénomènes comme la corruption et puis les gabégies là qui ont un peu la peau dure, où il y a des viciés du système là on ne peut pas changer. Donc c'est un peu la réalité de Tshisekedi. Maintenant, il a une rallonge de 5 ans pour montrer aux Congolais qui peut rectifier certaines choses. Alors, Jules Bougma, on termine par là avec vous pour cette émission. Quelles sont les leçons à retenir? Ces élections se sont déroulées sous fond de tensions avec le voisin rwandais, vous en parliez tantôt. Également, on a connu un effectif assez énorme pour ces élections. On est parti avec 19 candidats. Oui, 19 candidats, le Sénégal a combien? C'est l'Afrique. C'est même peu. Pour le Congo, d'ailleurs, est grand. Donc, non, en fait, ça, c'est l'Afrique. Notre dernière présidentielle, on était à combien? C'est l'Afrique. Le nombre de candidats pléthoriques, là, c'est l'Afrique. Et même, et parfois, en France, ça dépasse ça. Maintenant, après, il y a le travail du tri du conseil, de la Cour conseil ou du Conseil constitutionnel qui va dire, bon, finalement, c'est... Donc, sinon, le nombre de candidatures, c'est normal parce que les citoyens ont la liberté et le droit d'aller candidater. Si la candidature respecte. Voilà. Maintenant, certains monnaient la candidature, ils déposent, après ils retirent pour dire je soutiens un tel moyennant quelque chose. Donc il y a aussi un marketing qui ne dit pas derrière, qui dit pas son nom derrière souvent ces candidatures pléthoriques. Il y en a qui sont dans le lot, regardez partout, vous allez voir que c'est maximum 4 candidats qui se dégagent du lot. Qui vont parfois atteindre la barre de 30% ou rarement. Tout le reste, c'est à partir de 2%, 1%, 7%. Même il y a des moments même où l'opposant sur la sentir avec moins de 10%. Donc, de vote. Donc, ça, ce n'est pas, le nombre de candidatures n'est pas en soi, c'est partout. Mais maintenant, c'est dans les grandes démocraties que le système fait en sorte que pour ceux qui vont vraiment compétir, il ne restera que 2, 3 ou parfois 2 candidats ou 2 partis politiques qui vont s'affronter. Sinon, au départ, il y a toujours un grand nombre. Mais maintenant, les enjeux l'après, c'est de conforter, c'est d'amener également le développement au niveau du Congo. Voilà, parce que c'est ça aussi la réalité congolaise. Nanti, mais en même temps pauvre. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette 3e audience du tribunal de l'actualité. Merci à vous, juge Géofavara, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Bernard Bougma, pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et merci à l'ensemble de l'équipe technique. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.